Il y a des choses que nous cherchons à comprendre et d'autres qui, simplement, nous résistent. Parfois, le soir, juste avant que le sommeil ne vienne, une impression étrange se glisse entre les pensées, une sorte de flottement, comme si les secondes cessaient de se succéder à la même vitesse, comme si le corps, délesté de ses obligations, entrait dans un autre rapport avec la durée. Peut-être avez-vous déjà connu cela, un instant suspendu au bord du sommeil, où la frontière entre ce qui vient de se passer et ce qui va suivre devient floue, indistincte, presque sans importance. Ce glissement, cette lenteur qui s'installe sans prévenir, n'est pas une erreur du corps. C'est peut-être l'une des expériences les plus universelles et les plus mystérieuses de la condition humaine, celle du temps qui semble ralentir. Et ce mystère ne se limite pas à la fatigue du soir. Il traverse nos vies entières, il se cache dans les moments les plus ordinaires, comme dans les plus intenses. Il colore nos souvenirs, il façonne notre mémoire, il modifie notre perception du monde sans que nous en ayons conscience. Quelque chose, dans la manière dont nous habitons le temps, n'est pas aussi simple que le tic-tac régulier d'une montre le laisse croire. Quelque chose résiste à l'idée que les secondes sont toutes identiques, que les minutes se ressemblent, que les heures sont des boîtes uniformes dans lesquelles la vie viendrait se ranger sagement. Ce quelque chose, nous allons le laisser se déployer doucement, comme un murmure qui grandit dans le silence. Et pendant que cette exploration commence, laissez votre corps trouver sa propre lenteur, le matelas qui soutient le dos, les épaules qui se relâchent, la mâchoire qui se desserre imperceptiblement. Le corps sait, avant l'esprit, comment ralentir le temps. Il suffit de le laisser faire. Le battement et la durée. Le corps possède ses propres rythmes, des oscillations silencieuses qui ne s'arrêtent jamais. Le cœur bat, 60 à 80 fois par minute, régulier, patient, infatigable. Les poumons se gonflent et se vident 15 à 20 fois par minute. Et dans un mouvement si familier qu'on l'oublie, les paupières clignent, les cellules se divisent, la température monte et descend selon un cycle d'environ 24 heures. Ces rythmes ne sont pas de simples fonctions mécaniques, ils constituent une sorte d'horloge intérieure, un métronome biologique qui donne au corps son propre sens de la durée. Bien avant que les humains n'inventent les cadrans solaires, les sabliers ou les horloges à balancier, le corps savait déjà mesurer le temps à sa façon. Au centre du cerveau, dans une région minuscule de l'hypothalamus, appelée les noyaux suprachiasmatiques, quelques milliers de neurones oscillent en boucle, produisant un signal régulier qui se propage à travers tout l'organisme. C'est cette horloge qui indique au corps quand dormir, quand se réveiller, quand libérer certaines hormones, quand ralentir la digestion, quand augmenter la vigilance. Chaque cellule de cette minuscule structure est capable, même isolée dans un laboratoire, de maintenir sa propre oscillation, comme un musicien qui continuerait à battre la mesure même seul dans une pièce vide, et ensemble, ces cellules forment un chef d'orchestre qui synchronise une multitude de rythmes dans le corps tout entier. La découverte de cette horloge interne est relativement récente. Ce n'est qu'à partir des années 70 que les scientifiques ont commencé à comprendre où elle se cachait et comment elle fonctionnait. Et en 2017, 3 chercheurs ont reçu le prix Nobel pour avoir identifié les gènes qui la font tourner, en des gènes dont l'expression oscille naturellement sur un cycle de 24 heures environ. Mais cette horloge n'est pas parfaitement synchronisée avec le monde extérieur. Livrée à elle-même, sans la lumière du soleil pour la recaler chaque matin, elle dérive lentement. Son cycle naturel dure un peu plus ou un peu moins de 24 heures selon les individus. Certains sont naturellement du matin, d'autres du soir, et cette tendance est en partie inscrite dans leurs gènes. C'est la lumière, perçue par des cellules spéciales de la rétine, qui réajuste ce balancier chaque jour. Ces cellules ne servent pas à voir les images du monde, elles servent uniquement à transmettre une information sur l'intensité lumineuse, comme un signal envoyé directement au chef d'orchestre pour lui dire où en est le jour.
Et quand cette synchronisation se perd, quand on voyage à travers les fuseaux horaires, quand on travaille la nuit, quand on s'enferme longtemps loin de la lumière naturelle, un malaise diffus apparaît. Le corps ne sait plus très bien où il en est dans sa propre durée. Le sommeil résiste, la digestion se trouble, l'humeur vacille. Cette horloge biologique est donc un premier fil que nous pouvons tirer pour comprendre notre rapport au temps. Le corps mesure la durée, à sa manière, avec ses propres oscillations, et cette mesure n'est pas abstraite, elle est faite de chair, de cellules, de signaux chimiques. Mais au-delà de cette horloge circadienne, au-delà de ces rythmes lents qui gouvernent nos jours et nos nuits, une autre dimension du temps existe en nous, plus subjective, plus insaisissable, plus étrange. C'est le temps tel que nous le ressentons, le temps vécu, celui qui file quand on est absorbé par quelque chose de passionnant et qui s'étire interminablement dans l'ennui ou l'attente. Le cerveau ne possède pas d'organes dédiés à la mesure du temps, au sens où l'œil perçoit la lumière, où l'oreille capte les sons. Il n'y a pas de récepteur temporel, pas de nerf du temps, pas de zone cérébrale dont la seule fonction serait de compter les secondes. La perception de la durée semble plutôt émerger de l'interaction entre plusieurs régions cérébrales, le cortex préfrontal, impliqué dans l'attention et la planification, le cervelet, qui aide à la synchronisation motrice et à l'estimation des intervalles courts, l'insula, qui intègre les signaux venus du corps, et les ganglions de la base, liés au rythme, au mouvement et à la récompense. Le sentiment du temps qui passe serait donc une construction, une estimation que le cerveau fabrique en permanence à partir d'indices multiples. L'accumulation de souvenirs, le niveau d'attention, l'état émotionnel, les battements du cœur, les signaux corporels. Certains chercheurs proposent un modèle dit de l'horloge interne, dans lequel un mécanisme cérébral émettrait des impulsions régulières, un peu comme les pulsations d'un oscillateur. Un accumulateur compterait ces impulsions, et c'est la quantité accumulée entre deux événements qui donnerait le sentiment de la durée. Ce modèle élégant expliquerait pourquoi le temps semble ralentir sous l'effet de la peur ou de l'excitation. Quand le système nerveux est en alerte, l'oscillateur accélère, il émet davantage d'impulsions par seconde, et l'accumulateur, comptant plus d'impulsions pour le même intervalle réel, produit l'impression que plus de temps s'est écoulé. Et cette construction, qu'elle soit exactement conforme à ce modèle ou plus complexe encore, est fragile, aisément déformée, profondément sensible à ce que nous vivons et ressentons. Khatim, la seconde élastique. Imaginez une salle d'attente, tard dans la nuit. Les murs sont blancs, un néon bourdonne faiblement au plafond, projetant une lumière bleutée et plate sur les sièges vides. Une chaise en plastique supporte votre poids. Sur le mur d'en face, une horloge ronde égrène les secondes avec une lenteur qui semble délibérée. Chaque mouvement de l'aiguille paraît durer un peu plus longtemps que le précédent, comme si l'horloge elle-même résistait, comme si les secondes s'épaississaient dans le silence de la pièce. Vous n'avez rien d'autre à faire qu'attendre, et dans cette attente, le temps devient presque une substance tangible, une présence pesante. Ankshai, votre attention, privée d'autres stimulations, se fixe sur le passage du temps lui-même, et c'est précisément ce qui le ralentit. Les chercheurs en chronopsychologie nomment ce phénomène l'effet d'attention temporelle. Quand l'esprit se concentre sur la durée plutôt que sur un contenu, chaque instant semble s'allonger, le temps devient l'objet de l'attention au lieu d'en être simplement le cadre. Et si en plus cette horloge produit un tic-tac audible, l'effet s'amplifie. Des études ont montré que le son régulier d'une horloge mécanique peut synchroniser le rythme cardiaque, augmenter le niveau de cortisol et créer une forme de pression temporelle. C'est pour cette raison que les salles de méditation, les espaces de détente, mais les chambres destinées au repos, évitent souvent les horloges sonores. A l'inverse, pensez à un moment où la musique vous a emporté, un morceau qui semblait suspendre l'instant, une mélodie dans laquelle vous étiez si profondément plongé que, lorsqu'elle s'est arrêtée, vous avez eu l'impression de revenir de très loin, comme si vous aviez quitté le temps ordinaire pour habiter un autre temps, plus dense, plus vivant.
Pendant l'écoute, le temps semblait ne plus exister. Les minutes s'écoulaient sans que vous les comptiez, sans que vous les sentiez passer. Mais rétrospectivement, la richesse de l'expérience donne l'impression qu'elle a duré longtemps. C'est un paradoxe familier. Les moments les plus absorbants passent vite sur le moment, mais semblent longs dans le souvenir. Tandis que les moments d'ennui passent lentement mais laissent si peu de traces qu'ils semblent n'avoir pas existé. Ce paradoxe révèle que nous avons en réalité deux manières d'estimer le temps. L'estimation immédiate, celle du moment présent, qui dépend surtout de l'attention, et l'estimation rétrospective, celle du souvenir, qui dépend de la richesse des informations enregistrées par la mémoire. Et puis, il y a ces instants plus rares, plus saisissants, ceux où le temps semble véritablement changer de nature. Un freinage brutal en voiture, une fraction de seconde où tout bascule, le crissement des pneus, l'odeur du caoutchouc, la poussée du corps contre la ceinture, et soudain, le monde entier semble ralentir. Où les détails deviennent d'une netteté extraordinaire, le son se déforme, le mouvement paraît se dérouler image par image, comme un film projeté au ralenti. Presque toutes les personnes qui ont frôlé un accident décrivent la même sensation, le temps qui s'étire, un calme étrange qui envahit l'esprit au cœur même du danger, une capacité inattendue à percevoir des détails qu'on ignorerait en temps normal, la couleur exacte de la voiture en face, l'expression sur le visage du conducteur, un reflet sur le pare-brise. Un psychologue britannique a recueilli près d'une centaine de témoignages semblables, automobilistes, alpinistes, musiciens en concert, méditants en pratique profonde. Plus de la moitié de ces expériences de dilatation temporelle survenaient pendant un choc émotionnel ou physique intense, et les autres dans des moments de concentration totale ou d'état contemplatif profond. Le plus surprenant, dans ces récits, n'est pas la panique, c'est au contraire un calme absolu que la plupart décrivent, comme si le cerveau, confronté à l'urgence, entrait dans un mode de fonctionnement particulier, un mode où la perception se fait plus nette, plus ample, plus détaillée. Pendant longtemps, on a cru que le cerveau accélérait réellement son fonctionnement dans ces moments de danger, qu'il augmentait sa résolution temporelle, comme une caméra passant du mode normal au ralenti, que les neurones traitaient de l'information plus vite, en permettant de percevoir le monde en accéléré. Un chercheur en neurosciences, fasciné par cette question depuis une chute de toit qu'il avait vécue enfant, a conçu une expérience remarquable pour tester cette hypothèse. Il a demandé à des volontaires de se laisser tomber en chute libre de 45 mètres au-dessus d'un filet de sécurité. Pendant la chute, qui durait environ 3 secondes, ils portaient au poignet un appareil affichant des chiffres défilant très rapidement. Si leur perception du temps ralentissait réellement, comme une caméra au ralenti, ils auraient dû pouvoir lire ces chiffres plus facilement qu'au repos. Leur résolution temporelle, véritablement augmentée, leur aurait permis de distinguer des images qui normalement se succèdent trop vite. Mais ce ne fut pas le cas. Les volontaires ne parvenaient pas mieux à lire les chiffres pendant leur chute qu'au sol. En revanche, tous les participants ont estimé que leur propre chute avait duré environ un tiers plus longtemps qu'elle n'avait réellement duré, et bien plus longtemps que la chute des autres, observée depuis la sécurité du sol. L'explication qui émerge de ces travaux est subtile et plus intéressante qu'un simple ralentissement. Sous l'effet de la peur intense, l'amygdale, cette petite structure en amande nichée dans les profondeurs du cerveau, déclenche une cascade de réactions. La noradrénaline inonde le système nerveux. L'attention se focalise avec une acuité extrême et surtout, la mémoire se met à enregistrer bien plus d'informations que d'habitude. En temps normal, le cerveau filtre la réalité. Il ne retient qu'une fraction de ce que les sens perçoivent, les visages dans la rue, les détails d'un mur, le motif d'un trottoir, le bruit de fond de la ville. Tout cela est écarté, jugé non pertinent, relégué dans un oubli immédiat. Mais quand le danger survient, ce filtre se désactive. Le cerveau absorbe tout, chaque détail, chaque texture, chaque son, chaque odeur. Il accumule en quelques secondes une quantité de souvenirs qui, en temps ordinaire, correspondraient à une durée beaucoup plus longue. Et c'est en revisitant ces souvenirs,
en retraversant mentalement cette richesse inhabituelle d'informations, en que l'impression de ralentissement se forme. La seconde n'a pas duré plus longtemps, mais elle contenait davantage, et cette densité, rétrospectivement, se traduit par un sentiment d'étirement. Ce n'est donc pas le temps qui ralentit, c'est la densité de l'expérience qui augmente, et cette densité, une fois recomposée par la mémoire, crée l'illusion d'un temps distendu. Comme si le cerveau mesurait la durée non pas en secondes, mais en quantité de vécu, non pas en oscillation d'un cristal de quartz, mais en épaisseur de souvenirs. L'enfant est le présent immense. Un enfant est assis dans l'herbe, dans un jardin baigné de lumière douce. Il ne fait rien de particulier. Il observe une fourmi qui transporte un fragment de feuille le long d'une fissure dans la terre. Son regard est fixe, absorbé, entièrement présent à ce spectacle minuscule. Pour lui, cette scène peut durer une éternité, non pas parce qu'il s'ennuie, mais parce que chaque détail est nouveau. Chaque mouvement de l'insecte est une découverte, chaque brin d'herbe est un monde, chaque ombre projetée par le soleil est un paysage inconnu à explorer. Les enfants vivent dans un temps différent de celui des adultes. C'est une observation que tout parent a faite, souvent avec un mélange d'attendrissement et de perplexité. Les journées de l'enfance semblent interminables, les étés paraissent infinis, et les années d'école occupent dans le souvenir un espace immense, comme si chacune contenait des mondes entiers. Et il existe une raison profonde à cela, qui rejoint directement ce que nous venons de comprendre sur la mémoire et la perception du temps. Pour un cerveau jeune, presque tout est nouveau. La première neige, le premier orage, le premier voyage en train, la première nuit passée loin de la maison. Chaque expérience est riche en informations inédites que la mémoire enregistre avec un soin méticuleux. Le cerveau, encore avide de découvertes, absorbe le monde avec une intensité que l'habitude n'a pas encore émoussée. Cette accumulation de souvenirs neufs, ces strates de première fois empilées les unes sur les autres, donnent à la durée une épaisseur considérable. Quand l'enfant devenu adulte se retourne vers son passé, il y trouve une richesse de détails, une densité d'événements mémorables qui lui fait dire que l'enfance a duré longtemps, très longtemps. Avec l'âge, le monde devient familier, les trajets quotidiens, les visages connus, les routines installées, les gestes répétés. Le cerveau cesse d'enregistrer ce qu'il a déjà encodé. Il fonctionne en mode économique, ne retenant que les exceptions, les surprises, les écarts par rapport à l'habitude. Et c'est pour cette raison que les années semblent s'accélérer en vieillissant. Non pas parce que le temps objectif change, mais parce que la densité de souvenirs nouveaux diminue. Les semaines se ressemblent, les mois se confondent. Et soudain, une année entière semble n'avoir duré qu'un souffle. Un mathématicien a même proposé que la durée subjective d'une année serait inversement proportionnelle à l'âge. À 5 ans, une année représente un cinquième de toute la vie vécue. Elle est donc immense, pleine, inépuisable. À 50 ans, cette même année ne représente plus qu'un cinquantième. Elle passe comme un battement de paupières. Ce phénomène révèle quelque chose de fondamental sur la nature de notre perception temporelle. Nous ne mesurons pas le temps comme une horloge le fait. Nous ne comptons pas les oscillations d'un cristal de quartz ou les vibrations d'un atome. Nous mesurons le temps avec notre vécu, avec la texture de nos jours, avec la nouveauté, l'émotion, l'attention que nous portons au monde. Et c'est pourquoi deux personnes assises côte à côte, vivant exactement le même intervalle de temps, peuvent avoir des expériences radicalement différentes de sa durée. L'une absorbée dans une lecture captivante, l'autre fixant le mur en attendant un appel qui ne vient pas. Le même quart d'heure peut sembler durer 2 minutes pour l'une et 2 heures pour l'autre. Le temps n'est pas le même pour tout le monde, et cette vérité, avant d'être une découverte de la physique, est d'abord une expérience quotidienne, intime, universelle. Le corps fiévreux et les heures déformées. Il existe des moments où le corps lui-même modifie notre perception du temps de façon spectaculaire, et l'un des plus révélateurs est peut-être le plus banal, la fièvre.
Quiconque a passé une nuit avec une température élevée connaît cette sensation étrange. Les heures deviennent impossibles à estimer. On se réveille, on regarde l'heure, persuadé qu'il est 4 heures du matin alors qu'il n'est que minuit, ou bien l'inverse, on croit avoir dormi quelques minutes et la nuit entière s'est écoulée. La fièvre perturbe l'horloge interne de manière directe, et la température corporelle est l'un des signaux fondamentaux que le cerveau utilise pour calibrer son sens de la durée. Quand cette température augmente, l'oscillateur interne s'accélère. Il émet davantage d'impulsions par unité de temps, et le cerveau, comptant plus d'impulsions que d'habitude, produit l'impression que le temps s'étire. Des expériences ont confirmé cette intuition. Quand on demande à des personnes fiévreuses d'estimer une durée d'1 minute les yeux fermés, elles ouvrent les yeux bien trop tôt. Pour elles, la minute subjective est plus courte que la minute réelle, ce qui signifie que leur horloge interne tourne plus vite. Chaque seconde semble contenir davantage de temps vécu. C'est un phénomène symétrique à celui du refroidissement. Quand la température du corps baisse, comme lors de l'endormissement ou sous l'effet de certains médicaments, l'oscillateur ralentit, le temps semble se comprimer, les heures passent plus vite. La température, ce paramètre si simple, si concret, module donc directement notre expérience du temps, comme si le thermomètre interne et l'horloge interne étaient reliés par des fils invisibles, ajustant l'un quand l'autre fluctue. Et ce n'est pas seulement la fièvre, d'autres états corporels transforment notre rapport à la durée de manière profonde. La douleur, par exemple, étire le temps d'une façon qui ressemble à celle de la peur, mais qui s'en distingue par sa persistance. Une douleur aiguë fait de chaque seconde un événement distinct, au cas impossible à ignorer. Le corps, tout entier mobilisé par le signal nociceptif, concentre ses ressources sur l'instant présent, et cet instant, saturé d'attention involontaire, semble ne jamais finir. Les patients souffrant de douleurs chroniques rapportent souvent que le temps leur semble plus lent, plus lourd, plus épais, comme si la douleur ajoutait une viscosité à la durée, comme si chaque minute devait traverser une résistance supplémentaire pour s'écouler. À l'inverse, certaines substances modifient la perception temporelle dans l'autre sens. La caféine, en augmentant le niveau d'éveil et d'attention, tend à accélérer légèrement l'horloge interne. Les personnes qui consomment du café estiment les durées comme étant plus longues qu'elles ne le sont. Leur temps intérieur court un peu plus vite que le temps des horloges. L'alcool, lui, ralentit le système nerveux central et avec lui l'oscillateur interne. Les secondes passent sans qu'on les remarque. Le temps se comprime. C'est pour cette raison qu'une soirée passée à boire semble parfois n'avoir duré qu'un instant, tandis que le lendemain, dans la gueule de bois, les heures s'étirent interminablement. Ce que ces expériences révèlent, c'est que notre perception du temps n'est pas un phénomène purement mental, abstrait, déconnecté du corps. Elle est profondément incarnée, ancrée dans la chimie du cerveau, dans la température de la chair, dans le rythme du cœur, dans l'état des neurones. Le temps que nous vivons est un temps corporel, un temps fait de molécules et de signaux nerveux autant que de pensées et de souvenirs. Et ce corps, avec ses humeurs changeantes, ses fièvres, ses douleurs, ses fatigues, ne cesse de modeler la durée à sa façon, de la teinter de ses propres couleurs. Nous ne vivons jamais le temps nu, nous vivons toujours un temps habillé par le corps. Une marche dans la nuit. Imaginez maintenant une rue vide, tard dans la nuit. Les réverbères projettent des halos orangés sur le trottoir, mouillé. La pluie vient de cesser et l'air porte encore cette odeur de terre et de pierre humide. Vos pas résonnent dans le silence, réguliers, lents, chacun dessinant un petit écho qui se perd entre les façades endormies. En haut, à cette heure, le monde est dépouillé de son agitation habituelle. Les voitures ne passent plus, les vitrines sont éteintes, les fenêtres sont sombres ou ne laissent filtrer qu'une faible lueur derrière les rideaux. Et dans ce dépouillement, quelque chose d'inhabituel se produit. Chaque pas semble occuper plus d'espace dans la conscience. Le contact de la semelle sur le bitume, le léger balancement du corps, le froid de l'air sur le visage, le mouvement des bras, le rythme de la respiration, tout cela prend une importance que la journée ne lui accorde pas. Le présent s'élargit, il devient vaste,
presque tangible, comme si la réduction des stimulations extérieures permettait à la conscience de se déployer dans l'instant plutôt que de courir vers le suivant. Quand le monde est calme, quand rien ne presse, quand l'attention n'est tiraillée par aucune urgence, le temps semble naturellement ralentir, non pas s'arrêter, ni devenir pénible, mais simplement devenir plus spacieux, comme une pièce dont on aurait retiré les meubles et qui soudain paraîtrait immense. Cette expérience, si simple et pourtant si rare dans nos vies saturées d'informations, rejoint ce que certains pratiquants de la méditation décrivent depuis des siècles, un état où l'attention, libérée de ses distractions, se pose calmement sur le présent et où le temps, en retour, semble ralentir, s'adoucir, à perdre son caractère pressant. Des études récentes en psychologie ont confirmé que la pratique de la pleine conscience peut effectivement modifier la perception de la durée. Les personnes qui pratiquent régulièrement rapportent une sensation de temps plus lent, plus spacieux, plus ouvert, non pas un temps vide ou ennuyeux, mais un temps habité, dense de présence, riche de la simple expérience d'être là. C'est un ralentissement qui ne vient pas de la peur ni de l'ennui. Il vient de l'attention elle-même, de la capacité à être pleinement là, dans l'instant, sans chercher à le fuir, ni à l'accélérer, ni à le remplir compulsivement. Et cette observation rejoint, d'une manière inattendue, en une intuition très ancienne que portent de nombreuses traditions contemplatives, l'idée que le temps n'est peut-être pas une donnée fixe du monde extérieur, mais quelque chose qui dépend intimement de la qualité de notre présence. Que ralentir le temps n'est pas un pouvoir magique, mais simplement le résultat naturel d'une attention posée, patiente, accueillante. Et cette marche nocturne en est peut-être la démonstration la plus accessible. Nul besoin de technique, de discipline, de pratique formelle. Il suffit de marcher lentement dans le silence, de laisser le corps dicter le rythme, de ne rien attendre, de ne rien chercher, et le temps, doucement, consent à s'élargir. Le temps n'est pas un fleuve. Pendant des millénaires, les humains ont pensé le temps comme un courant uniforme, un fleuve qui coule toujours à la même vitesse, imperturbable, identique pour tous, emportant chaque instant vers le passé avec une régularité absolue, un cadre rigide dans lequel les événements se déroulent, indépendant de quiconque les observe. Cette image, si intuitive, si profondément ancrée dans notre expérience quotidienne, semblait être une vérité indiscutable. Le temps passe, égal à lui-même, que l'on soit roi ou mendiant, qu'on aille vite ou lentement, qu'on soit ici ou ailleurs. Et puis, au début du XXe siècle, une idée est venue tout bouleverser. Une idée née dans l'esprit d'un jeune homme travaillant dans un bureau de brevet, qui passait ses heures de loisir à imaginer des expériences impossibles. Une idée si étrange, si contraire au bon sens, qu'elle a mis des décennies à être pleinement acceptée par la communauté des physiciens elle-même. Cette idée, en essence, était simple à énoncer, mais vertigineuse dans ses conséquences. La vitesse de la lumière est la même pour tout le monde. Elle ne dépend pas du mouvement de celui qui l'émet, ni de celui qui la reçoit. Peu importe qu'on se déplace ou qu'on reste immobile, qu'on aille vers la source lumineuse ou qu'on s'en éloigne, la lumière arrive toujours à la même vitesse, invariable, absolue. Cela semble anodin, presque banal. Mais si on y réfléchit calmement, en laissant l'implication se déployer doucement, c'est profondément troublant, car dans notre expérience quotidienne, les vitesses s'additionnent. Si on lance une balle depuis un train en marche, la vitesse de la balle vue du sol est la somme de la vitesse du lancer et de la vitesse du train, c'est l'évidence même. Mais avec la lumière, cela ne fonctionne pas. La lumière émise depuis un train en marche arrive à exactement la même vitesse que la lumière émise depuis le quai, pas 1 millimètre par seconde de plus. Et si la vitesse de la lumière ne change jamais, alors quelque chose d'autre doit changer pour que toutes les mesures restent cohérentes. Et ce quelque chose, c'est le temps lui-même. En stop. Pour deux personnes en mouvement l'une par rapport à l'autre, le temps ne s'écoule pas exactement de la même manière. C'est ce que les physiciens appellent la dilatation du temps. L'écart est infime à nos vitesses quotidiennes,
parfaitement imperceptible dans la vie de tous les jours, mais il est réel, mesurable, et il a été vérifié encore et encore par des expériences d'une précision extraordinaire, des horloges d'une exactitude prodigieuse embarquées dans des avions montrent à leur retour un décalage par rapport aux horloges restées au sol, un décalage de quelques milliardièmes de seconde seulement, mais réel, reproductible, conforme aux prédictions théoriques jusque dans leurs détails les plus fins. Des particules subatomiques appelées muons, ancrées dans la haute atmosphère par les rayons cosmiques, offrent une démonstration encore plus frappante. Ces particules ont une durée de vie si brève qu'elles ne devraient jamais atteindre la surface de la Terre. Elles devraient se désintégrer bien avant d'y parvenir. Et pourtant, un nombre significatif d'entre elles arrive jusqu'à nous, parce qu'elles voyagent à une vitesse si proche de celle de la lumière que leur temps propre, leur durée de vie telle qu'elles la vivent, est considérablement étirée par rapport au nôtre. Le temps n'est pas un fleuve qui coule au même rythme pour tout le monde. Il est plus souple que cela, plus étrange, plus intime. Il existe une manière douce de se représenter cette idée, sans calcul ni abstraction. Imaginez un train immobile en gare. Vous êtes assis dedans, regardant par la fenêtre. Soudain, le train d'à côté commence à glisser lentement. Et pendant un instant, vous ne savez pas si c'est votre train qui bouge ou l'autre. Le monde semble se déplacer, mais par rapport à quoi ? La question reste suspendue, indécidable, pendant quelques secondes troublantes. Cette incertitude familière, cette confusion momentanée entre ce qui bouge et ce qui reste fixe, contient en germe l'une des idées les plus profondes de la physique moderne. Il n'y a pas de point de vue absolu, il n'y a pas de référence universelle immobile par rapport à laquelle tout le reste se mesurerait. Chaque observateur voit le monde depuis son propre lieu, son propre mouvement, sa propre durée. Et dans ce cadre, quelque chose d'étrange se produit avec la notion de simultanéité. Ce que nous appelons en même temps, cette idée si naturelle que deux événements se produisent exactement au même instant, n'est pas la même pour tout le monde. Deux événements qui semblent parfaitement simultanés pour une personne immobile sur un quai de gare peuvent ne pas l'être pour une personne passant à grande vitesse dans un train, non pas à cause d'un retard dans la perception, non pas à cause d'une erreur d'observation, mais parce que le temps lui-même se structure différemment selon le point de vue. C'est comme si chaque être, chaque objet, chaque particule possédait sa propre horloge, et que ces horloges, bien qu'elles semblent synchronisées dans notre vie de tous les jours, ne le sont en réalité jamais parfaitement. Elles divergent très légèrement, imperceptiblement, mais véritablement. L'information elle-même met du temps à circuler. Même la lumière, la chose la plus rapide que nous connaissions dans l'univers, voyage à une vitesse finie. Elle met environ 8 minutes pour nous parvenir du Soleil, plus de 4 ans pour atteindre l'étoile la plus proche, des milliards d'années pour venir des galaxies les plus lointaines. Cela signifie que tout ce que nous percevons du monde est déjà un peu dans le passé. Le visage de la personne assise en face de vous, vous le voyez tel qu'il était quelques milliardièmes de secondes plus tôt. Les étoiles dans le ciel nocturne, vous les voyez telles qu'elles étaient il y a des années, des siècles, des millénaires. Le ciel est un musée du temps. Nous n'avons jamais accès au présent absolu du monde, seulement à un présent légèrement décalé, composé de lumière venue d'époques différentes, filtrée par la vitesse finie de la lumière et par le temps que met notre cerveau à traiter les signaux qu'il reçoit. Il y a dans cette idée quelque chose de vertigineux, mais aussi, étrangement, de paisible. Le temps n'est pas cette cage rigide dans laquelle nous serions enfermés. Il n'est pas ce mur implacable qui avance sans se soucier de nous. Il est plus souple, plus personnel, plus proche de notre expérience intime qu'on ne le pensait. La physique, par un chemin très différent de celui de la psychologie, rejoint ainsi ce que le corps sait déjà confusément. Le temps n'est pas le même pour tout le monde. Il dépend du mouvement, de la position, de la perspective. Il est, d'une certaine manière, relatif. Le poids du monde sur les horloges. Et cette souplesse du temps ne s'arrête pas au mouvement.
Elle s'étend à quelque chose de plus inattendu encore, la gravité. Quelques années après avoir compris que la vitesse modifiait l'écoulement du temps, le même esprit qui avait imaginé cette idée alla plus loin. Il découvrit que la masse elle-même, la simple présence de matière, courbe le temps autour d'elle. C'est une idée si étrange qu'il faut la laisser se déposer doucement pour commencer à l'appréhender. La Terre, par sa masse, crée autour d'elle une courbure dans le tissu même de l'espace et du temps. Et cette courbure fait que le temps ne s'écoule pas au même rythme selon l'endroit où l'on se trouve. Plus on est proche d'une masse importante, plus le temps ralentit, très légèrement, imperceptiblement, à l'échelle humaine, mais de manière réelle et mesurable avec les instruments appropriés. Une horloge posée au niveau de la mer avance très légèrement, plus lentement qu'une horloge identique posée au sommet d'une montagne. La différence est infime, de l'ordre de quelques millionièmes de seconde par an, mais elle est là, aux constantes, inexorables. Cela signifie que vos pieds, plus proches du centre de la Terre que votre tête, vieillissent très légèrement moins vite que votre visage. La différence est si minuscule qu'elle n'a aucune conséquence pratique, mais elle est réelle au sens le plus strict du terme. Le temps n'est pas le même en haut et en bas. Cette découverte n'est pas restée dans les laboratoires. Elle a des applications concrètes que nous utilisons quotidiennement sans le savoir. Les satellites qui forment le système de navigation par GPS embarquent des horloges atomiques d'une précision extrême. Et ces horloges, en orbite à 20 000 km d'altitude, avancent légèrement plus vite que les horloges au sol, mais parce qu'elles se trouvent dans un champ gravitationnel plus faible. Si cette différence n'était pas corrigée, si les ingénieurs n'avaient pas pris en compte la courbure du temps par la gravité, les erreurs de positionnement s'accumuleraient à raison d'environ 10 km par jour. Notre système de navigation deviendrait inutilisable en quelques heures. Chaque fois que vous consultez une carte sur votre téléphone, chaque fois qu'un avion se guide dans le ciel, chaque fois qu'un navire calcule sa position en mer, la relativité du temps est là, silencieusement intégrée dans les calculs, rendant possible ce que nous tenons pour acquis. Et si l'on pousse cette logique jusqu'à ses conséquences les plus extrêmes, on arrive aux abords des trous noirs. Ces objets d'une densité si prodigieuse que la courbure du temps y devient dramatique. À mesure qu'on s'approcherait de l'horizon d'un trou noir, le temps ralentirait de plus en plus par rapport à un observateur lointain. Les secondes s'étireraient en minutes, les minutes en heures, et à l'horizon même, le temps semblerait s'arrêter complètement, figé dans un instant éternel. Bien sûr, personne n'a jamais vécu cette expérience, et personne ne la vivra peut-être jamais. Mais le fait que la physique la prévoit, que les équations la décrivent avec une certitude mathématique, nous dit quelque chose de profond sur la nature du temps. Le temps n'est pas le décor fixe et immuable que nous imaginions. Il est tissé dans la matière même de l'univers. Il se courbe, se dilate, se comprime selon la masse, la vitesse, la position. Il est, d'une certaine manière, aussi malléable que l'argile entre les mains d'un potier. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans cette idée, une fois qu'on l'a laissé infuser lentement. Si le temps lui-même n'est pas rigide, s'il est capable de se plier et de se modeler, alors peut-être que notre expérience subjective du temps, avec ses accélérations et ses ralentissements, n'est pas une illusion. Peut-être est-elle une forme de connaissance intuitive. Le corps qui sent le temps ralentir dans la peur, l'enfant qui vit des étés infinis, le méditant qui habite un présent spacieux, tous perçoivent quelque chose de vrai, non pas le temps absolu qui n'existe pas, mais leur propre temps, en leur durée personnelle, leur relation intime avec le passage des choses. Et cette relation est toujours authentique, toujours réelle, même quand elle ne correspond pas à ce que disent les horloges. Le sommeil et la dissolution des heures. Et puis il y a le sommeil, ce territoire mystérieux où le temps se comporte de la manière la plus étrange qui soit. Vous fermez les yeux, votre respiration ralentit, vos muscles se détendent un à un, des orteils jusqu'à la mâchoire. La température de votre corps descend légèrement, d'un demi-degré peut-être, et progressivement, la conscience se retire du monde extérieur,
comme une marée qui descend doucement et laissant derrière elle des étendues de sable lisse et silencieux. Le sommeil se compose de cycles d'environ 90 minutes. Chaque cycle alterne entre des phases de sommeil lent où les ondes cérébrales deviennent amples et lentes, presque majestueuses dans leur régularité, et des phases de sommeil paradoxal où le cerveau s'agite soudain avec une intensité proche de l'éveil, tandis que le corps reste parfaitement immobile, paralysé par un mécanisme de protection. Pendant le sommeil lent profond, ces grandes ondes qui synchronisent des millions de neurones dans un mouvement collectif, le temps semble simplement disparaître. Les heures passent sans que nous en ayons la moindre conscience. Parfois, on se réveille au matin avec l'impression que la nuit n'a duré qu'un instant, comme si quelqu'un avait coupé le film entre le moment de s'endormir et celui d'ouvrir les yeux. C'est parce que, pendant le sommeil profond, les régions du cerveau impliquées dans la conscience du temps sont elles-mêmes endormies. Le cortex préfrontal, cette zone qui nous permet de planifier, de réfléchir et d'avoir conscience de nous-mêmes, réduit considérablement son activité. Sans elle, il n'y a personne pour compter les minutes, personne pour estimer la durée, personne pour se dire le temps passe. Puis vient le sommeil paradoxal, cette phase qui porte si bien son nom, paradoxal parce que le cerveau s'y active presque autant que pendant la veille, et les yeux bougent rapidement sous les paupières cervicales fermées, les émotions s'agitent, le rythme cardiaque fluctue, tandis que le corps est entièrement paralysé, privé de tout tonus musculaire, comme si l'organisme prenait la précaution d'empêcher le dormeur de mettre en acte ce que son esprit imagine. C'est là que les rêves les plus vifs se déploient, et c'est là que le temps subit ses déformations les plus remarquables. Un épisode de sommeil paradoxal dure en moyenne 15 à 20 minutes, et ces épisodes s'allongent au fil de la nuit, devenant plus fréquents et plus longs vers le matin. Mais le rêve qui s'y déroule peut sembler occuper des heures, parfois des jours entiers. Des paysages immenses parcourus, ou des conversations interminables avec des inconnus au visage changeant, des aventures complexes, pleines de retournements, des voyages dans des lieux qui n'existent pas, tout cela compressé dans un intervalle que l'horloge au mur mesure en minutes. Ce n'est pas que le cerveau accélère sa vitesse de traitement. Les recherches montrent que les aires visuelles, émotionnelles et motrices, activées pendant le rêve, fonctionnent à une vitesse comparable à celle de la veille. C'est plutôt que le cerveau construit l'expérience différemment. Sans les repères habituels du monde extérieur, sans la lumière qui change, sans la montre au poignet, sans la fatigue physique, sans les conventions sociales qui découpent la journée en tranches, et le cerveau perd ses outils de calibration temporelle. Il n'a plus de référence externe pour estimer combien de temps s'est écoulé. Il fabrique alors une durée intérieure qui obéit à ses propres règles, une durée subjective, élastique, capable de se dilater ou de se comprimer selon les besoins du récit onirique. Il peut faire tenir une vie entière dans quelques minutes de sommeil, ou au contraire, étirer un instant en une éternité. Et quand on se réveille d'un rêve particulièrement vivace, il arrive parfois de ne plus très bien savoir combien de temps on a dormi. Les premières secondes après le réveil, on flotte dans un entre-deux où le temps du rêve et le temps du monde ne se sont pas encore réconciliés, où l'on est encore un peu là-bas, dans cette durée intérieure qui n'obéissait à aucune horloge. C'est un moment fragile, presque magique, un moment où l'on peut sentir de manière directe et indiscutable que le temps n'est pas une donnée fixe, qu'il est, au moins en partie, une construction de l'esprit, une interprétation, une estimation, un récit que le cerveau se raconte à lui-même. Le sommeil est peut-être le laboratoire naturel le plus ancien pour cette découverte. Chaque nuit, sans le savoir, nous faisons l'expérience d'un temps qui se plie, se déforme, se réinvente. Chaque nuit, le cerveau nous démontre que la durée n'est pas gravée dans le marbre, qu'elle est souple, malléable, infiniment personnelle. Ce que mesure une horloge. Au fond, qu'est-ce qu'une horloge ? C'est un phénomène qui se répète, un balancier qui oscille d'un côté puis de l'autre avec une régularité parfaite, un grain de sable qui tombe à travers un étranglement, un cristal de quartz
qui vibre 32 768 fois par seconde, un atome de césium qui change d'état et revient à son point de départ 9 milliards de fois par seconde. Mesurer le temps, c'est compter des répétitions, c'est dire combien de cycles se sont écoulés entre deux événements, c'est transformer un rythme en un nombre. Et notre corps est lui aussi une horloge, le cœur qui bat, les poumons qui se gonflent et se vident, les neurones qui oscillent, les cellules qui se divisent selon des rythmes précis, les gènes dont l'expression fluctue au cours des 24 heures. Mais voilà ce qui est remarquable, quand nous demandons à notre corps d'estimer une durée, il ne se contente pas de compter ses propres battements, il intègre aussi l'attention, l'émotion, la nouveauté, le contexte social, la température, la luminosité. Si l'on vous demande de fermer les yeux et de dire quand une minute s'est écoulée, votre estimation sera différente selon que vous êtes calme ou anxieux, ennuyé ou passionné, reposé ou fatigué, seul ou entouré. Des neurotransmetteurs modulent cette perception avec une précision chimique. La dopamine, ou associée au plaisir et à la motivation, tend à accélérer l'oscillateur interne, faisant paraître le temps plus court quand on s'amuse. La noradrénaline, libérée sous l'effet du stress ou de l'excitation, augmente le nombre d'impulsions perçues, étirant les secondes quand le danger approche. La sérotonine, impliquée dans la régulation de l'humeur, module elle aussi notre sens de la durée, ce qui pourrait expliquer pourquoi le temps semble si lourd dans la dépression et si léger dans la joie. Nous ne vivons jamais le temps brut, nous vivons toujours un temps coloré par notre état intérieur, un temps chimique, en quelque sorte, un temps neuronal. Et c'est précisément ce qui rend si étrange, si troublante, la découverte que le temps physique lui-même, et le temps mesuré par les horloges les plus précises jamais construites, n'est pas non plus uniforme. La physique du XXe siècle a révélé que le temps ne coule pas au même rythme partout et pour tous, qu'il est influencé par la vitesse, par la gravité, par la masse des objets environnants, qu'une horloge au sommet d'une montagne avance très légèrement plus vite qu'une horloge au fond d'une vallée, parce que la gravité y est un peu moins forte. Il y a là une convergence troublante entre deux domaines qui semblent n'avoir rien en commun, la psychologie de la perception et la physique fondamentale. Tous deux concluent, par des chemins radicalement différents, que le temps n'est pas absolu. Et l'un le découvre en écoutant le témoignage de personnes ayant frôlé un accident, l'autre en mesurant la durée de vie de particules voyageant à des vitesses proches de celles de la lumière. L'un travaille avec des émotions et des souvenirs, l'autre avec des atomes et des équations. Mais le message est le même. Le temps est plus souple, plus intime, plus mystérieux que le cadran d'une montre ne le laisse imaginer. Il n'est pas le décor immuable de nos vies. Il est peut-être, d'une certaine manière, le tissu même de l'expérience. Il existe une expérience scientifique particulièrement éclairante à cet égard. Dans les années 60, un spéléologue français décida de s'enfermer seul dans une grotte souterraine pendant plusieurs mois, sans montre, sans lumière du jour, sans aucun repère temporel extérieur. Privé de ces indices, son corps dériva lentement. Ses cycles de veille et de sommeil s'allongèrent. Certains de ses jours subjectifs duraient 36 heures sans qu'il s'en rende compte. Quand on lui demandait par radio d'estimer combien de temps s'était écoulé, il se trompait systématiquement, sous-estimant la durée de façon spectaculaire. Quand il remonta à la surface, convaincu qu'un mois seulement avait passé, il découvrit que près de 2 mois s'étaient écoulés. Cette expérience, reproduite depuis avec d'autres volontaires et dans des conditions plus contrôlées, révèle à quel point notre sens du temps dépend de signaux extérieurs, sans la lumière du jour, sans les repas à heure fixe, sans les interactions sociales qui ponctuent nos journées, le cerveau perd ses amarres temporelles et dérive comme un bateau dont on aurait coupé l'ancre. Et cela nous ramène à quelque chose de plus quotidien, à la raison pour laquelle les dimanches pluvieux, passés seuls chez soi sans programme défini, semblent parfois durer une éternité tandis qu'ils ne laissent presque aucun souvenir, ou pourquoi les vacances, riches d'expériences nouvelles, passent vite sur le moment mais semblent longues rétrospectivement. La musique, elle aussi, nous enseigne quelque chose sur le temps. Un rythme régulier structure notre perception de la durée.
Il crée des attentes, des anticipations, des résolutions, et quand le rythme change, ou quand un silence inattendu s'insère entre deux notes, le temps semble momentanément se suspendre. Les musiciens le savent depuis toujours, le rubato, cette liberté prise avec le tempo, cette légère accélération suivie d'un ralentissement, imite de manière frappante les fluctuations naturelles de notre temps intérieur. La musique ne se contente pas de se dérouler dans le temps, elle joue avec lui, le modèle, le sculpte. Et peut-être est-ce pour cette raison que la musique a ce pouvoir si particulier de modifier notre état de conscience, parce qu'en modifiant le rythme que nous percevons, elle modifie directement notre expérience de la durée. Elle nous fait habiter un autre temps, parallèle au temps des horloges, mais obéissant à ses propres règles. Bosso, le repos du temps. Et maintenant, alors que ses pensées se déposent doucement, comme des feuilles sur la surface d'une eau calme, le temps lui-même semble perdre de son insistance. La pièce autour de vous est peut-être sombre, la respiration plus lente qu'il y a quelques minutes, le corps plus lourd contre le matelas, chaque muscle relâché, chaque tension dissoute, et dans cet apaisement, le temps cesse peu à peu d'être une contrainte, une course, un problème à résoudre. Il devient simplement ce qu'il est dans les moments les plus simples, un rythme doux, un battement, une présence calme qui accompagne le souffle sans le presser. Nous avons traversé ce soir beaucoup de territoires, les oscillations silencieuses du corps, ces horloges biologiques qui battent sans relâche dans les profondeurs du cerveau, l'étrange dilatation des secondes sous l'effet de la peur, quand la mémoire absorbe le monde entier en un instant, le présent immense de l'enfance, saturé de premières fois, où chaque jour contenait un univers. Nous avons marché dans la nuit, là où le silence élargit la conscience. Nous avons senti le poids de la fièvre sur les heures, la chimie du corps qui teinte la durée de ses propres couleurs. Nous avons effleuré cette idée vertigineuse que le temps lui-même se courbe autour de la matière, se dilate avec le mouvement, se plie sous l'effet de la gravité. Et de tout cela se dégage peut-être une seule intuition, simple et profonde. Le temps n'est pas quelque chose qui nous arrive de l'extérieur, il est quelque chose que nous fabriquons, instant après instant, avec l'attention que nous portons au monde, avec les émotions qui nous traversent, avec la qualité de notre présence. Le cœur bat, les poumons se gonflent et se vident, et entre ces oscillations, il y a de l'espace, un espace qui n'a pas besoin d'être mesuré, ni compris, ni maîtrisé, un espace qui est simplement là, comme le silence entre deux notes de musique. Le temps du sommeil est peut-être le plus honnête de tous les temps, celui où nous cessons de le compter, de le découper, de le contraindre dans des cases et des calendriers, celui où nous le laissons simplement être ce qu'il est. Un murmure, un flux, une respiration du monde. Et dans quelques instants, peut-être, le sommeil viendra, et avec lui, ces rêves où le temps se plie et se déplie selon des règles que la conscience diurne ne comprend pas. Des heures entières pourront tenir dans quelques minutes de sommeil paradoxal. Des paysages immenses se déploieront dans le silence de la nuit. Des rencontres impossibles auront lieu dans des lieux qui n'existent pas, sous des ciels qui n'ont jamais brillé que dans l'intimité d'un cerveau endormi. Et au matin, en ouvrant les yeux, il y aura ce bref instant de flottement, où le temps du rêve et le temps du monde ne se sont pas encore rejoints, où l'on existe entre deux durées, suspendus dans un présent sans mesure. Ce flottement est précieux, il nous rappelle, chaque matin, que notre rapport au temps n'est pas une donnée brute du réel, qu'il est, au moins en partie, une création de la conscience, un filtre posé sur l'écoulement des choses, un récit que nous nous racontons sans cesse, et que ce filtre peut changer selon l'attention, selon l'émotion, selon le repos, selon la qualité de notre présence au monde. Le temps n'est pas un problème à résoudre, il est un mystère à habiter. Et ce mystère, cette nuit, il vous accompagne doucement. La respiration ralentit encore, le corps s'enfonce dans le repos, et le temps, enfin, cesse d'être un fleuve qui emporte.
il devient un lac immobile sous les étoiles. Si ce voyage intérieur vous a apaisé, vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant à Sommeil et Savoir. Dormez paisiblement et que le temps, cette nuit, prenne soin de vous.